140 millions de chiffre d'affaires de commandes, c'est un peu une success story. J'ai cette soif de liberté et si je reste salarié, je vais louper quelque chose. Faut pas que tu regardes dans le rétro, faut que tu regardes devant toi. Les gens étaient perdus un peu dans cette jungle. Économiquement parlant, un RH faisait plus d'économies à diffuser son offre d'emploi à 200 € sur Internet. Intéressant vraiment l'évolution quand même du métier. Et le but, c'était de créer un guichet unique. Vous voulez en tout cas rester à la pointe de l'innovation. C'est eux qui créent la richesse, donc faut que ça ruisselle. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de People Place. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Le Thor, CEO d'I2O. Bonjour Olivier. Bonjour Maud. Ça fait plus de 25 ans que tu évolues dans les RH et 18 ans que tu t'es lancé avec I2O, on va y revenir, que tu as créé en 2007. Donc ça date, ça date. Et aujourd'hui, c'est une belle entreprise RH avec plus de 70 collaborateurs, 140 millions de chiffre d'affaires de commandes. C'est un peu une success story. Oui, mais je ne l'ai pas fait pour. C'est ce que tu me disais, en effet, on reviendra sur comment tu t'y es pris. Et puis maintenant, depuis quelques temps, tu t'investis, tu te dédies aussi à l'investissement, notamment, nous on est très contents puisque tu as investi au Temple RH et donc de soutenir en tout cas l'entrepreneuriat RH. Et tu me disais aussi que tu étais un peu un geek avant l'heure. Et donc aujourd'hui, on te reçoit pour parler entrepreneuriat, transmission, RH. La première question qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est qu'en France, ça prend à peu près 6 générations de passer d'un revenu modeste à un revenu moyen. Toi, tu te décris toi-même comme une anomalie statistique puisque tu as grandi avec une mère concierge, avec un papa aussi dans le bâtiment. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu cette épopée jusqu'à I2O ? J'ai 3 heures, c'est ça? Non, c'est rapide quand même. Non, c'est rapide, ouais. Oui, j'ai eu la chance, effectivement, d'être élevé par des parents modestes, on va dire, dans un environnement, effectivement, modeste, puisque comme ma mère était concierge, on a vécu, effectivement, en HLM. Mais c'était aussi une chance de diversité, puisque à l'époque, dans les années 70-80, on savait accueillir les gens, on savait partager, il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais, etc. Donc ça, c'est peut-être mon petit côté diversité et inclusion que j'aime. Et rapidement, effectivement, j'ai pu me permettre d'avoir l'éducation nationale qui était, à cette époque, je dis, la possibilité, effectivement, de nous promouvoir d'une classe à une autre. Ouais. Et voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir rapidement arriver dans le monde du travail. T'as fait quoi, par exemple? T'as fait un bac plutôt éco, Alors, plutôt j'ai maths? d'abord, j'ai fini par, j'ai d'abord eu un bac sciences éco, en fait. Ok, Voilà, c'était ouais. un bac B à l'époque. Mmh. Donc, je sais plus c'était en quelle année ça devait être en 91, un truc comme ça. Ok. Et puis je me suis dit, tiens, et si j'allais en fac, et je voulais être avocat en fait. Ok, t'as fait du droit du travail? Et Non, donc, du droit. pas du droit, je suis allé 3 mois en fac. Ok. Donc c'était plutôt le travers du droit en fait, Ok. voilà. Et rapidement, je me suis dit, en fait, la fac, c'est pas pour moi, parce que j'ai personne pour me motiver. Et là, du coup, à l'époque, fallait faire le service militaire, donc j'ai fait Ok. j'ai prorogé mon service, et là, j'ai fait 2 ans de service volontaire en fait, voilà. Et puis là, j'ai rencontré ma femme, et ma femme m'a dit, non, mais jamais j'épouserai un militaire pour être muté de caserne en caserne. Donc du coup, je me suis dit, mince, j'ai tout juste un bac, et si je reprendrais mes études, en fait. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait un BTS Action Co, Ok. par alternance. Et là, en ayant fait même pas un an de fac et 2 ans d'armée, je peux dire que c'était C'était difficile? réécrire, se mettre à l'ordre du jour, etc. C'était un vrai challenge. Et puis comment tu t'installes aussi avec ta femme, tu commences à vouloir avoir des enfants, puis mais déjà avoir un premier revenu. Et j'ai eu la chance effectivement de côtoyer la formation, puisque j'étais dans un syndicat professionnel, le syndicat professionnel de la coiffure en fait. Voilà. Et ça, je l'ai fait de 95 à 2000. Ok. Et en 2000, j'ai rapidement postulé une offre d'emploi qui était un site. Je pensais postuler un cabinet de recrutement. En fait, c'était un site d'emploi qui s'appelait Email Job à l'époque, qui a été racheté en 2004 par Monster. Et donc, c'est là que je suis tombé dans le monde du recrutement. Voilà, depuis Par les job 2000. boards, ouais. Sur les job boards, Ouais. sur la partie média. Et rapidement, j'ai basculé chez le concurrent qui s'appelait Quel Job. Et là, c'était une aventure extraordinaire chez Quel Job. T'es resté combien de Je temps suis avec resté eux? 3 ans. 3 ans. Voilà, on a fusionné effectivement avec Cadre Emploi. Et là, je me suis dit, le projet Figaro, il est bien, mais j'ai envie de ma liberté. J'ai envie pas d'entreprendre, mais j'ai envie de vivre de ma passion, qui est la vente de job board.
Et si je crée une agence de communication spécialisée dans le média, or que je détestais les agences de com à l'époque, Hmm. parce qu'elles étaient encore dans un modèle presse, en fait. Elles préconisaient de la presse plutôt que de préconiser du digital. Ouais, ok. Et moi, je me suis dit, tiens, il y a peut-être une carte à jouer Dans le digital. dans le digital. Ouais. Exactement. Ok. Et comment c'était venu de se dire, ok, je me lance à mon compte, je deviens entrepreneur, sachant que dans ton modèle familial, tu n'avais pas forcément de rôle modèle. C'est cette question de liberté où tu t'es dit, je me lance, mais comment ça t'est venu tout ça? Bah, c'était plutôt une soif de, ouais, c'était une soif de liberté, Hmm. parce que je quitte un emploi où, allez, tu gagnes 5 000 € net, Hmm. tu bascules dans le chômage où tu es à 2 500 €, et en plus, j'ai déjà, avec ma femme, on a déjà 4 enfants, Ah oui, ouais. une maison ado, Ouais, etc. beaucoup de charges. Voilà, Ouais. voilà. Mais Hmm. là, tu te poses pas de questions parce que j'avais cette soif de liberté et ça a été effectivement un choix avec ma femme de se dire On tente l'aventure. ouais, voilà, j'ai besoin de toi. Alors, je suis pas du tout patriarcal, mais ça a été, on le dit toujours, hein, derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande Hmm. femme. Mais ça a été un choix de rôle en fait, où moi je me suis dit je vais bosser de ma passion parce que j'ai cette soif de liberté et si je reste salarié, je vais louper quelque chose. Donc j'avais 33 ans. Et je lui dis, toi, par contre, va falloir que tu assumes Hmm. l'éducation, les choses, etc. Et voilà, donc ça a été un pari fou qu'on a mené tous les deux. Ok. Et Donc voilà, c'était en fait une histoire de négociation que vous avez eue. Tu me donnes ouais, X nombre d'années. non, Non. tu pars pas comme ça, quoi. Non, tu sais pas, en fait. Non, c'est pas. L'entrepreneurial, c'est que Ok. tu découvres au fur et à mesure. Tu n'es pas entrepreneur, en Hmm. fait. Ah, mais si tu te dis, bon, j'arrive pas à assumer aussi la vie financière de la famille. T'as pas le choix, là. Ok. T'as vraiment pas le choix, là. Faut pas que tu regardes dans le rétro, faut que tu regardes devant toi. Ouais. Et ça, c'est ça qui me drive, c'est toujours regarder devant, jamais regarder ce qui se passe derrière, en fait. Hmm. Voilà. Ok. Bah, écoute, c'est intéressant, je trouve. C'est un pari à deux, tu vois. Moi aussi, je suis à mon compte et bah, j'ai aussi ma compagne. Et donc, c'est sûr que c'est des discussions qu'il faut avoir en mode, nous, on n'a pas d'enfants, on n'a pas 4 enfants. Donc, je pense que quand on a des enfants, c'est encore doublement des discussions qui sont difficiles aussi à avoir et des prises de risques à deux. Parce qu'en effet, ça se fait pas solo. Ouais. Ouais. Ok, intéressant. Euh, donc finalement, ce qui est extrêmement intéressant avec toi, Olivier, c'est que on a quand même l'historique des job boards d'il y a quand même 10-15 ans. Parce que moi, 25 ans, 25 ans, 25 25 ans. ans. Donc c'est extrêmement riche. Moi, je me souviens, tu vois, j'ai été diplômée en 2013 et c'était la folie Monster. Donc on recrutait sur Monster. Je me suis en imprimé des piles de CV qu'on allait sourcer sur Monster. Et progressivement, on entend parler de LinkedIn. Ah, tu veux pas te connecter? C'était un peu le truc super moderne des recruteurs à aller sur LinkedIn. Mais toi, comment tu as vécu alors? C'est un peu cet avènement des job boards et puis à un moment donné, LinkedIn qui arrive dans le jeu du recrutement. Déjà en 2007, il y avait vraiment trois leaders. On peut dire d'un côté, il y avait le groupe Figaro avec Quel Job et Cadre Emploi, Quel Job qui était le précurseur du métamoteur avec une pléthore d'offres d'emploi. Cadre Emploi qui était sur un segment exclusivement cadre. Et puis après, on avait un petit nouveau qui s'appelait West Job à l'époque, qui est aujourd'hui le groupe Hello Work qui est énorme. Hmm. Et puis il y avait effectivement l'américain Monster qui était présent. Donc il y avait déjà trois médias entre guillemets. Mais en 2007, il y avait encore la presse, hein. On communiquait encore sur ouestfrançon.a, sur l'usine nouvelle, le groupe Test, etc. Hmm. Donc on était encore à élever. Partager des annonces Bah, d'offres d'emploi. C'était encore les Ok. petites annonces Les classées petites dans la annonces. presse en Ok, fait. ok, Donc ok. il n'y avait pas encore cet avènement. Hmm. Voilà. On a vraiment senti à partir de 2010, parce que économiquement parlant, un RH faisait plus d'économies à diffuser son offre d'emploi à 200 € sur Internet plutôt que de dépenser 7 000 ou 15 000 € dans une parution presse, en fait. Hmm. Voilà. Et on avait enfin des statistiques en termes de retour, etc. Alors que la presse, c'était juste un supposé nombre de personnes qui allaient ouvrir ou pas le journal, en fait. Ouais, donc Voilà. toi, tu as senti là un carrefour, une route qui s'ouvrait en se disant, OK, il y a beaucoup de presse, il y a le digital qui est en train de monter en puissance. Et c'est là où toi, tu t'es dit, OK, il y a un truc à Il n'y faire. a pas d'agence qui est spécialisée. À l'époque, il n'y avait pas Ouais, il n'y d'agence. avait pas d'agence. Et Ok. puis, il y avait encore pléthore de sites spécialisés. Je me souviens très bien d'un client qui avait besoin de diffuser un poste dans la mode, cadre, dans l'Ouest. Donc, on lui faisait un plan de com où on lui proposait effectivement pour 800 € par annonce
d'être présent sur Cadre Emploi, sur West Job et sur Fashion Job. Donc il y avait énormément de sites spécialisés. Puis il y avait à l'époque, pas encore LinkedIn, il y avait encore Viadeo en fait. Ah oui, je me suis dit que tu allais le mentionner. Voilà, C'est quand vrai même. qu'il y avait Viadeo. Ouais. Pendant Ouais, tout à combien de fait, temps tout à fait. Viadeo, c'était en 2000, quoi, 2000. Oh, je sais même plus, je pense qu'ils ont dû fermer, ils ont été rachetés peut-être en 2015, 2017, quelque chose comme Hmm. ça. Mais nous, dès 2012, en fait, et je me souviens très bien, c'est un jeune sales chez moi qui est encore présent, qui s'appelle Romain Delrieux, qui m'a dit, oh, il y a peut-être quelque chose à faire avec des Américains. Et je lui dis, mais rien du tout, le site est déjà même pas en français, donc moi qui... LinkedIn, Ouais, ouais. exactement. Mais dès 2012, on a commencé à discuter avec eux, puisqu'il y avait des sales qui commercialisaient depuis du pain les solutions LinkedIn, en fait. Voilà. Hmm. Donc oui, on a été visionnaire dans le sens où on s'est dit, bah voilà, on n'avait pas vu la chute de Viadeo et on n'avait pas Vous compris n'aviez que... pas senti la chute de Viadeo, non? Non, Ok. bah, alors après, connaissant le groupe Figaro, je sais qu'ils ont toujours eu de bons produits, mais ils ont jamais, ils ont toujours concentré effectivement sur le développement sur Cadre Emploi, voilà. Hmm. Viadeo, c'était qui à la base? Viadeo, alors c'était dans les années avant 2000. Ok, C'était un groupement de cabinets de recrutement, le CICER en fait, qui ok. avait créé 3615 code cadre emploi. Oui, Ça y je est, je suis me la sens, Bible. ça y Je est, suis tu es la la Bible. Bible, ça y est, je me sens dépassée là. Voilà. Ok. Et voilà. Et donc, et pendant longtemps, effectivement, Cadre Emploi était un site créé par des cabinets pour des cabinets de recrutement, en fait. Puis Et après, donc, ça a ce été. groupe de cabinets ont créé On crée. Viadeo. Ah non, non, Viadeo, pas du tout. Non, Non, Viadeo, pour la petite histoire, Viadeo, c'était des entrepreneurs qui voulaient communiquer entre eux. Donc, ça s'appelait. Avant Viadeo, c'était Viaduc. Et après, je sais plus ce que c'était. Donc, c'était simplement une technologie qui permettait effectivement à des investisseurs de retrouver entre eux. Et ils ont créé Viaduc. Puis après, ils l'ont changé en l'appelant Viadeo. Et ça a été l'avènement effectivement des réseaux sociaux voilà, professionnel. professionnels. Ouais. Voilà, voilà. Ok, intéressant, intéressant. Voilà. Ouais, donc là, tu parlais, c'est l'historique de Cadre Voilà. Emploi, c'est ça, ouais. Ok. Puis après, si tu veux remettre sur la table, 2015, ça a été aussi l'avènement d'un autre mastodon qui est présent aujourd'hui, qui est Indeed en fait, Ouais, voilà, ok. qui eux sont arrivés dès 2015 en France. Eux, c'est des Américains aussi. C'est des Texans, Ok. voilà, où maintenant ils ont été rachetés par un groupe japonais lié au recrutement, Recruti, Ok. voilà. Mais à l'origine, effectivement, ils sont arrivés en France en 2015, voilà. Et Hmm. aujourd'hui, on a effectivement un trio qui sont LinkedIn, Indeed et Hello Work. Qui sont les 3 job boards majeurs aujourd'hui pour diffuser des annonces. Ouais. Tout à Ok, fait, tout à ok, fait. ok, ok. Et donc, comment tu t'es. Donc là, toi, tu atterris dans cet univers-là, et là, tu dis, bon, il y a une opportunité à prendre en mixant RH et digitalisation à l'époque. Comment tu as pu fédérer autour de cette. C'était une innovation quand même à l'époque, les services RH. Bah, c'était simplement, les gens étaient perdus un peu dans cette jungle, la presse, le digital, pourquoi, etc. Et Beaucoup d'acteurs. voilà, il y avait pas mal d'acteurs en fait, et le but c'était de créer un guichet unique où on pouvait effectivement les conseiller gratuitement sur leur choix quant à la diffusion de leurs offres d'emploi. Voilà. Hmm. Donc ça, c'est ce qui m'a drivé depuis le départ. Effectivement, c'est la préconisation des achats médias. Voilà. Ouais, donc c'est-à-dire, je suis RH, j'ai besoin en effet de poster plusieurs annonces sur différents outils. Ben, en fait, I2O aide à créer un plan de com au niveau des offres d'emploi, et vous achetez pour les RH les licences nécessaires pour qu'elles puissent Voilà. poster leur offre. On leur préconise effectivement des solutions et après à eux de s'en servir en fait. Hmm. Voilà. Ok, très clair. Et donc finalement, raconte-nous un petit peu comment ça se matérialise en fait, ce système d'achat média qui est quand même quelque chose qui n'est pas forcément dans une routine pour les RH. C'est vrai qu'on a l'habitude toujours de faire un petit peu sa liste de courses, tu vois, sa liste de courses. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être pour des néophytes qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler d'achat média, peut-être les avantages que c'est, et surtout, comment ça fonctionne pour elles? Mhm. Nous, on part toujours du besoin client en fait. Donc, on a besoin de faire un audit de c'est quoi vos volumes, c'est quoi vos besoins, c'est là où vous manquez, c'est quoi votre plan actuel. Mm. Donc, bien souvent, on doit être force de proposition. Voilà. Ils nous ont pas attendu quelquefois pour faire quelques achats médias. Mais nous, l'avantage, c'est que aujourd'hui, on est une trentaine de consultants sur toute la France, voire à l'international.
Et on essaie de prendre de la hauteur avec eux sur la partie achat média, mais pas que. Je pense qu'on pourra revenir sur les nouveaux services qu'on a créés depuis 5 ans, mais sur quel est le support le plus pertinent en fonction de leurs attentes, leurs besoins. Et puis c'est toujours pareil, soit tu es un recruteur actif, ou soit tu es un recruteur passif, donc soit tu souhaites diffuser des offres, soit tu souhaites chasser. Ouais. Et puis on intègre aussi la possibilité de venir conseiller au travers d'ATS, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, diffuser une annonce, ça suffit pas. Il faut parler de marque employeur, il faut parler d'onboarding, il faut parler de funnel de conversion. Donc aujourd'hui, maintenant, on intervient dans toute cette chaîne de valeur, quoi. Mm. Mais il y a toujours un driver qui est important. On reste toujours en veille permanent sur l'innovation, en fait. Là, on sort du salon Vivatech. On a mis 8 solutions en avant pour intervenir aussi bien sur des chatbots, sur la création d'agents IA, etc. Donc c'est important effectivement d'aider les RH à se transformer parce que les méthodes de recrutement se transforment en fait. Voilà. Mm. On en parlait tout à l'heure, Ouais. on se professionnalise de plus en plus d'être recruteur en fait. Oui, et puis tu le dis très bien, aujourd'hui, ça ne sert plus, on peut plus faire du recrutement qu'avec les job boards. C'est un plus, et on en parlait tout à l'heure avec Laetitia Sylvestre, que tu dois peut-être connaître, Tout qui à est fait, oui. responsable attractivité chez Saint-Gobain Distribution France. Et donc, c'est de se dire, oui, il y a d'autres moyens, notamment les réseaux sociaux, LinkedIn, il y a aussi des outils qui permettent en effet de mieux recruter et de trouver les bonnes personnes. Donc, vous voulez en tout cas rester à la pointe de l'innovation en étant en veille constante en fait sur cette nouvelle façon entre guillemets de recruter. Oui, très intéressant parce qu'avec Laetitia, on avait créé un concept avec elle qui s'appelait Ma vie, ma distrie, en Ouais, fait, où elle a été très précurseur et très élément elle était en moteur. avance de phase. Ouais. Exactement, Mm. pour communiquer sur TikTok en fait. Et ça faisait à peine 1 an où on l'avait déjà fait initialement avec le réseau Systamu, où on cherchait effectivement des jeunes diplômés pour être des futurs bouchers. Voilà. Et donc ça, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux est un canal pour effectivement trouver du candidat intentionniste et le transformer en candidat, du moins du candidat passif à un candidat intentionniste, en fait. Parce que vous occupez aussi de toute la partie sponsoring ads LinkedIn ou pas du tout, c'est pas encore une partie que vous touchez dans la sponsorisation potentiellement d'annonces, Alors, de posts, etc. pour l'instant, ce qu'on fait sur LinkedIn, c'est essentiellement de l'optimisation, c'est-à-dire que c'est bien de vendre du LinkedIn, mais il faut que les gens le consomment. Donc Mm. moi j'ai une équipe de CSM qui sont un peu en mode anti-gaspillage. C'est un peu dommage d'avoir 50 licences et qu'il n'y en ait Mais ça que arrive. 12 d'exploités. Ouais, ouais, Donc à ouais. nous d'être les vilains petits canards et de dire à la RH, attention, les gens ne l'utilisent pas correctement Mm. parce que c'est de l'investissement, ça coûte très cher. Parallèlement à ça, effectivement, il y a des modèles à la performance, comme Indeed, où aujourd'hui, ça devient de plus en plus technique. Donc, nous, on a une équipe de média traders aujourd'hui Ok. qui font en lieu et place des clients et qui géreront effectivement directement les campagnes. Comme aujourd'hui, on peut le faire au travers de En Google. Voilà, sponsoring, voilà. vous confiez votre budget à quelqu'un qui va vous faire de l'achat sur Google. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Sur la suite Meta, sur voilà, la suite LinkedIn, exactement. où vous allez mettre un budget pour aller sponsoriser des offres ou des annonces. Exactement, Ok, exactement. Et à la performance. ok, L'avantage aujourd'hui, c'est que intéressant. les job boards sont passés d'un modèle à la presse, issu de la presse, qui était un modèle de moyen, en fait. Mm. On a un modèle de... aujourd'hui, je suis obligé de diffuser l'offre d'emploi, donc je dois la présenter. À aujourd'hui, un modèle de performance. Voilà, jusqu'à demain, peut-être Mm. un système de lead, de coûts, et on paiera au nombre de Au CV qu'on reçoit. CPM, au coût per clic. Exactement, Ok. tout à fait. Intéressant. Intéressant vraiment l'évolution quand même du métier qui devient quand même de plus en plus dans le marketing en fait, Oui, parce que c'est des compétences, connaître une suite, investir en effet toutes ces questions de coût par clic, de budget, comment optimiser avec l'image pour avoir un meilleur taux de clic. Finalement, on est dans du marketing. exactement, Ouais. exactement. Donc J'aime le bien que recrutement. tu dises ça parce que faut faire passer, on passe de la com au marketing RH. On doit créer des personas, on doit identifier. Ouais. Et tout ça aussi adjoindre la marque employeur. Et des fois, il n'y a pas assez de budget qui sont mis sur la marque employeur. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il faut attirer, il faut séduire. Parce que je reste persuadé que de toute façon, les ressources humaines resteront, les hommes resteront une ressource précieuse. Mm. Et oui, on est dans la guerre des talents. D'ici 2030, il va y avoir chaque année 200 000 jeunes en moins qui arriveront sur le marché par rapport à des départs en retraite. Donc c'est pratiquement 1 million de postes à pourvoir. Même si en ce moment, on se dit que
il y a un peu plus d'inscrits au chômage. Mais Toi, en tu crois fait, qu'on va rentrer dans une période très faste mais en grave. termes Mais je peux de dire, recrutement? voilà, Ouais. ouais, grave. Tu as une génération qui va partir à la retraite, Ouais, qui est ouais. en train de C'est partir. 900 000 personnes qui partent en retraite et c'est que 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, en Intéressant. Donc, fait. il y a un delta de 200 000 personnes de postes Ouais, non ouais, pourvus. Il faudra exactement. aller chercher quelque part, en tout cas. Exactement. Ok. Et puis après, on parle pas des métiers qui vont se transformer. Hmm. Il y avait une stat qui était hyper intéressante de la part de LinkedIn, c'est-à-dire que d'ici 2030, Je crois que c'est 80% des métiers qui n'existent pas encore. c'est surtout les compétences en fait. Hmm. Là, le CV, vous allez tous pouvoir le jeter parce que demain, on va recruter en fonction des compétences des gens en fait. Hmm. Et on ne pourra pas cocher toutes les compétences. C'est-à-dire que d'ici 2030, vous ne garderez que 30% de vos compétences. Vous allez devoir vous former, voilà. Vous allez devoir effectivement en permanence mettre des modules de formation parce que les gens auront 70% des compétences, mais les 30% qui restent, soit c'est des métiers, etc., vous n'allez pas pouvoir vous dire, je vais essayer de trouver le mouton à 5 pattes. Non, il n'existe pas. Hmm. Donc, il faut accepter de recevoir des gens qui n'ont que 70% des compétences que vous cherchez, et à vous de les former, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on voit quand même de plus en plus d'entreprises qui créent leur propre académie en interne, leur propre centre de formation en interne. Moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la Poste, qui est quand même un fleuron national, où le courrier a baissé drastiquement. Et ils ont quand même réussi à digitaliser la Poste, faire des services annexes comme la banque en ligne. Ils font même des services à la personne avec la livraison de repas. Donc, ils ont quand même réussi, via leur mission qui est de créer du lien, à se renouveler dans un monde qui est quand même très mouvant et où, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus de CV par la Poste, ou très peu. Non, Alors non, c'est qu'avant, terminé. ça peut être un très bon conseil pour des candidats. Et on ne parle pas de la graphologie pour les plus anciens. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même, tu vois, donc l'entreprise, quand même, la Poste a réussi grâce à la formation, et c'est vraiment un vrai cas d'école très intéressant. Ils ont formé, je crois, plus de 1500 managers. Enfin voilà, ils ont vraiment réussi à upscaler, on va dire en anglais, leurs salariés et rescaler leurs salariés. Et ça, c'est la clé en fait. C'est pas juste licencions tout le monde et recrutons, c'est aussi accompagnons en interne des compétences plus que un potentiel, plus que tel outil ou tel outil. Ouais. Exactement. Ok. Génial. Et donc, toi, I2O, c'est quoi un peu ton rêve pour la fonction RH de demain avec la mission I2O? C'est que la fonction RH prenne la place qu'elle n'a pas, qu'elle a pu se saisir pendant le Covid, en fait. Pendant le Covid, on a sorti les RH. Attention, tout le monde chez soi, comment on va faire, etc. Et on les a vite remis au placard et on leur a dit, c'est bien, il y a juste eu un gain, c'est le télétravail. Mais rapidement, effectivement, aujourd'hui, les RH n'ont plus mot à dire quelquefois. Or que je te dis qu'aujourd'hui, les ressources humaines, la fonction humaine a pourtant de l'importance aujourd'hui, notamment avec l'IA qui arrive. Donc il y a une opportunité de nouveau avec cette transformation IA à ce que les RH reprennent le pouvoir, reprennent enfin conscience qu'ils doivent faire travailler avec la com, avec le marketing, avec leur data, et qu'il y a plein de solutions aujourd'hui qui leur permettent d'être plus intelligents, pouvoir aider à la localisation d'une usine. Et de se dire, ok, on va créer une usine, mais est-ce qu'on a les ressources aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le bassin d'emploi pour mettre cette usine-là? Voilà. Ça, aujourd'hui, des job boards sont capables, comme Indeed et LinkedIn, de dire, oui, il y a le potentiel humain, donc ne mettez pas de cette usine à cet endroit-là, parce qu'il n'y aura pas de ressources. Aujourd'hui, ça peut être un des critères pour une implantation, en fait. Et donc, les ressources humaines ont un intérêt à jouer là-dedans auprès des COMEX, auprès des directions, en fait. Voilà. Et puis ce que tu me partageais tout à l'heure, c'est aussi que il faut que les RH reprennent leur place pour aller défendre leur budget. C'est-à-dire que si demain on doit recruter 1500 personnes dans l'année et qu'on a un budget de 50 000 euros, il y a un problème quelque part en fait. Et c'est d'arriver à négocier ce budget pour pouvoir en effet avoir les moyens. Et ça, je pense que c'est dur en RH, c'est que parfois on doit toujours bidouiller, faire avec pas grand-chose, et d'avoir des moyens financiers pour accompagner la croissance de l'entreprise. Mais il faut que les RH soient plus business partners en fait, avec tous les autres en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, tu me demandes de recruter 1500 personnes, mais ça va être quoi l'impact de ces 1500 personnes? Ça va créer quelle valeur? Voilà. Et on n'a pas assez de data aujourd'hui, donc l'IA met le voile sur ça, c'est que les RH, avant de mettre de l'IA, il va falloir qu'elles traitent leur propre data. Tout à fait, voilà. la digitalisation. Ouais. Exactement, voilà.
Et puis surtout, qu'elles s'en servent et qu'elles connaissent un peu plus leur taux de rétention, un turnover, combien ça coûte, quoi. C'est très rare dans une entreprise que les gens nous disent, en fait, on sait combien ça nous coûte une annonce, et encore, on sait même pas parce qu'on est encore au début où on traite mal les candidatures. Hmm. Combien de fois on croise des gens dans la rue en disant mais c'est quoi ton métier? Tu sais, moi, c'est de mettre en avant, faire de la publicité des offres d'emploi. Déjà, c'est payant, je savais pas qu'une entreprise payait. Et puis deux, à chaque fois, ils vous disent mais moi, j'envoie toujours mon CV, j'ai jamais de réponse en fait. Hmm. Donc là, il y a un peu un trou noir entre les RH où quelquefois ils sont débordés parce qu'ils reçoivent trop de candidatures. Et c'est un peu le reproche qu'on pourrait avoir aujourd'hui par rapport au digital, c'est que, ok, maintenant vous avez su amener de la quantité, maintenant il va falloir amener de la qualité en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas, on va dire, prendre le sujet de l'IA sans avoir traité, comme tu disais, ses propres données, la digitalisation. Donc, si on veut en effet recruter, entre guillemets, et attirer pour recevoir des candidatures, il faut avoir un système, un SIRH ou un ATS qui soit d'aplomb pour, en effet, être capable d'absorber toutes ces candidatures-là et puis de les traiter parce que la marque employeur, c'est aussi la réputation. Donc, si on ne répond pas aux candidats, c'est sa marque employeur qu'on met aussi à défaut. Et donc, et pour te dire qu'il y a encore des grands groupes, pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, qui encore reçoivent les candidatures par email. Et donc, on est encore à un levier de digitalisation où il y a encore énormément de travail à faire au niveau des services RH. Parce que pas beaucoup de moyens. Oui, mais ça, faut aller le défendre. Ça, Oui. pas beaucoup de moyens, mais Oui. faut pouvoir le justifier. Oui. Mais puis c'est surtout effectivement une digitalisation et faire travailler les systèmes entre eux en fait. Voilà. C'est vrai que nous, la dernière fois, on a convoqué une quinzaine d'ATS en fait pour leur dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un dénominateur commun? Est-ce que vous pourriez pas travailler sur un même langage? Ou est-ce que vous pourriez pas travailler sur une même API en fait? Voilà. Parce que bien souvent, c'est compliqué. Moi, j'appelle ça la plomberie. On doit Voilà. copier-coller 5 fois le numéro de carte vitale, le nom, le prénom, c'était horrible. Mais il y a... Il n'y a pas que les ATS, c'est tous les outils, la mutuelle, Ouais. les avantages, la prévoyance, c'est du copier-coller tout le temps. Ouais. Donc là, nous, on a créé un service déjà pour que, entre le média, donner de la data, et que ça rentre dans l'ATS, et que ça soit la bonne attribution, etc., déjà, il y a toute une plomberie à faire. Et moi, j'ai créé effectivement un service technologique, un lab, en fait, là-dessus, pour aider déjà nos clients à choisir le bon ATS, etc., parce que en France, il y en a 150 ATS, en fait, c'est énorme. Ouais. Mais c'est surtout effectivement que entre le média, entre la data et entre ce qui arrive, ça puisse communiquer après avec ton site carrière, avec des choses comme ça. Donc il y a toute cette partie plomberie qui est déjà énorme. Et après, comme tu dis, il y a l'intégration dans le SIRH, il y a les modules d'onboarding, il y a de plus en plus d'outils qui s'empilent en fait. Je ne te parle pas des outils métiers qui est à côté. Mais ça peut faire une stack qui est très hétérogène. Mais quelquefois, on a des clients qui nous disent mais ça m'intéresse cet outil-là. Mais vous savez, il y a une grande mutuelle à Niort. De toute façon, il y a beaucoup de mutuelles à Niort, de grandes mutuelles à Niort. Mais elle m'a dit mais c'était intéressant votre produit, mais on a déjà 8 produits maison à ce que quand les gens rentrent, connaissent, etc. Donc c'est compliqué. On parle beaucoup de la cooptation. La cooptation qui est pourtant un levier énorme en fait. Qui a du mal à faire sa place. Qui a du mal à faire sa place, tout à fait. Ouais. Parce que c'est un énième outil, c'est une énième chose. Et pourtant... Et puis c'est pas forcément un problème dur aujourd'hui. Tu vois. Non, en effet, la cooptation, c'est un vrai levier. Quand on voit Google qui est recruté à 30% grâce à la cooptation, c'est sûr que c'est un super levier. Mais c'est vrai que c'est pas un problème dur. On arrive quand même à recruter sans, quoi. Donc c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est un vrai levier, mais qui a du mal. Et comme tu dis, c'est un autre outil encore à intégrer à sa stack. Et à un moment donné, ça devient une machine à gaz. Après, les RH se disent il faut que j'appelle le DSI. Bon, je vais peut-être pas le déranger, quoi, en fait. Donc, nos pauvres RH, ils doivent être des communicants, des marketeurs, des business partners, des DSI. Ils ont beaucoup de fonctions. Et pendant ce temps-là, il faut qu'il y ait la paie qui roule et qu'il n'y ait pas grève. C'est ça, c'est une mission, mais je pense que... Et c'est bien, moi je trouve que c'est génial parce qu'on arrive à un carrefour, je sais pas, est-ce que c'est une évolution, une innovation, est-ce que c'est l'IA qui ouvre des choses, j'en sais rien, mais où en effet, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en RH et tous ces sujets-là, reprendre le pouvoir, faire preuve de leadership, d'influence dans les entreprises, qu'on entende de plus en plus cette fonction, prendre le pouvoir aussi en interne.
interne, c'est aussi d'accompagner ces femmes et ces hommes à faire preuve de soft skills, d'assertivité, de négociation, voilà, de business partner, entre guillemets, d'être à la table entre le directeur ou la directrice marketing, sales, etc. Et qu'on parle voilà, des RH vraiment comme un centre de profit et pas comme un centre de coût. Exactement. Trop bien. Donc si on revient un petit peu à... Donc ça, on a pas mal divergé là sur... Mais c'était intéressant, l'historique, parce qu'on a la chance de t'avoir et tu as quand même 15 ans d'expérience derrière toi. Sur 25. 25 ans. 25. Je te rajeunis. 25 ans d'expérience sur tout ce qui est réseaux sociaux, job board. Mais... Aujourd'hui, si on revient à ton parcours d'entrepreneur avec I2O, puisque aujourd'hui, c'est ce que tu fais dans ton quotidien, tu drives une entreprise. Comment, quand tu regardes ces 12 ans derrière toi, tu me disais là aussi que ça fait vraiment 5 ans que tu sens qu'il y a vraiment une forte évolution. Comment tu as structuré un petit peu cette phase de croissance avec I2O ? Moi, j'ai connu, on va dire qu'on est rendu à la troisième phase. J'ai connu une première phase de 2007 à 2019 où... Donc quand même... 10 ans, 12 ans, 10 ans pour être rentable, tu vois, où en 2017, on avait les premiers résultats, parce que j'ai toujours voulu investir dans l'homme. Les bénéfices que je faisais, pendant 10 ans, j'étais le dernier salaire de la boîte, en fait. Je n'osais pas trop le dire à ma femme. Mais moi, j'ai toujours investi dans les hommes. J'ai toujours dit que c'est eux qui créent la richesse. Donc, comme dirait un fervent président, faut que ça ruisselle. Donc, moi, je suis plutôt dans ce sens-là. Où, tu disais que tu étais plutôt un patron de gauche, toi. Ouais, je suis plutôt un PDG, oui, un patron de gauche. Ouais. Patron de gauche, ouais. Tout à fait, ouais. Ça c'est important pour moi que aujourd'hui on est dans une boîte de conseil et la richesse elle est faite au travers d'hommes en fait et c'est normal de correctement les rémunérer. Et de femmes, ouais, tout à fait. Okay. Oui, la parité est importante. Oui, oui. Oui. Mais donc c'est eu cette première phase entre guillemets où tu approuves et tu dis j'ai toujours été subjugué par ces startups qui lèvent des millions d'euros, qui machinent, etc. Et je me suis dit, mais moi, j'ai mis 12 ans en fait pour en arriver là. Et puis, le début était dur, vous faisiez pas de chiffre d'affaires? Non, mais on était tranquille en fait. Ouais. On était vivants heureux, vivons cachés. Okay. On faisait notre petit business. Et puis j'avais un associé aussi qui... où quand je l'ai remercié en fait, parce que lui il avait d'autres choses à faire dans sa vie, et ça m'a permis peut-être moi de me libérer et d'être vraiment le patron à 100% de l'entreprise. Okay. Et là j'ai de nouveau pris des risques à partir de 2020, dès janvier 2020. Je me suis dit tiens, il faut qu'on régionalise parce que pour nous la proximité c'est une des valeurs, rencontrer le client, rencontrer les gens qui sont là, connaître que chaque consultant connaît son territoire en fait, voilà. Donc on a des gens sur toutes les villes de France. C'est important de connaître son bassin d'emploi quand on discute. Et donc là j'ai pris un risque. Le Covid est arrivé, ça nous a permis nous de nous reformer. Et puis après on est vite ressorti. Dès mai 2020, on s'est dit voilà, on s'est transformé. On a enfin fait ce qu'on faisait pas, c'est-à-dire qu'on a refait un site, on s'est repositionné, on a lancé des services comme sur la partie marque employeur. Puis il y a LinkedIn aussi qui a explosé voilà. en parallèle. Et puis aussi LinkedIn a explosé. Ça faisait déjà en 2020 8 ans qu'on travaillait avec eux. Voilà, et c'est vrai que c'est devenu un média qui a pris beaucoup de place, beaucoup de budget. Et parce qu'il fonctionne toujours très bien, quoi, en fait. Voilà. Et donc là, on était dans une phase d'expansion de 2020 à 2024. Ouais. Et là, tu te réveilles, tu dis, en fait, t'es un leader de ton secteur. Mais ça veut dire quoi, leader Donc là, tu fais appel à des consultants externes. Et puis des gens qui ont vu des startups qui te disent... Et là, ils te disent, mais vous savez, faut peut-être ignorer vos petits clients, vous concentrer sur la grande. J'ai dit, non, nous, on s'est construit avec une diversité de comptes, en fait. Et on va être un leader pour tous. Donc, ce qu'on apprend des méthodologies des grands, on va essayer de l'appliquer à tout le monde. Voilà, et on aime effectivement satisfaire l'ensemble de nos clients aujourd'hui. Voilà. Ok. Et donc, pour soutenir cette croissance, est-ce que vous, en interne, vous avez mis en place alors une fonction RH? Oui. Donc, tu as une DRH ou un DRH? Oui. Et j'aurais dû le faire plus tôt, en fait. Okay. J'ai attendu qu'on soit à 35 ou 40. Ouais, c'est pas si mal quand même de commencer. Ouais, mais je pense que si j'ai un conseil là-dessus, si j'ai un conseil entrepreneurial, en fait, c'est d'avoir un bon comptable,
d'avoir un bon banquier, d'avoir un bon avocat juridique, etc. Et dès qu'on est 10 ou 15, c'est pas mal d'avoir quelqu'un au niveau de la fonction RH, parce qu'elle est arrivée et mettre des choses en place quand t'es 15 et mettre des choses en place quand t'es 35 ou 40, Ouais, ouais, c'est et plus. rapidement on est monté jusqu'à plus de 70, faut avoir quelqu'un qui a les reins solides en fait, et être un peu passe-partout, 4x4, etc. quoi. Voilà. Hmm. Donc, Donc là, aujourd'hui, la fonction RH, c'est combien de personnes chez Idoso? on va dire que c'est une personne à temps complet et une autre personne qui aide, parce que parallèlement à ça, moi j'ai ouvert un poste sur la partie RSE. Ok. Donc chez nous, il y a Mélanie qui s'occupe de la fonction RH et Elodie qui s'occupe de tout ce qui est la partie RSE, responsabilité sociale et environnementale. Parce que à l'époque, je me suis dit, bon, au niveau écologique, on va rien faire. Si on veut avoir de l'impact, soit je choisis d'emmener toutes mes équipes à aller à la plage et retirer tout le plastique, soit on utilise les ressources financières des deux autres et on investit dans des entreprises à impact. Et dès 2021, en fait, je me suis lancé dans la partie business angel, en fait. Mais sous couvert d'I2O, en fait, c'est I2O qui investit dans des Dans startups des à boîtes, impact. ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Et Insta, puis, pas RH, à impact. à impact, voilà. On Ok, l'a d'abord fait effectivement dans de la green tech. Voilà. ok. On s'est orienté aussi un peu sur des choses RH, en fait. Hmm. Je me suis beaucoup planté, hein, aujourd'hui. Oui, bah, Voilà, je crois que c'est c'est quoi? T'as investi dans 20 boîtes et t'en as Ouais. une qui. Rien pour l'instant. Pour Ouais, l'instant, je pense que mon comptable me dit que j'ai perdu 500 000 euros, mais c'est pas ouais. grave en fait. Ok. C'est pas Hmm. grave, on le fait pas pour ça, on le fait Hmm. pour donner de l'impact. Et puis surtout, moi, en tant que chef d'entreprise, ça m'a permis, de mentorer et de transmettre en fait. Ouais, Et puis deux, aussi, là, je me suis inscrit il y a plus d'un an au Blast Club, il y a un an et demi, ok. de regarder les pitchs des autres en fait et de t'inspirer toi-même et de te challenger en permanence, de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas une bonne idée, un bon process, un bon truc qui permettrait de... Hmm. Voilà. De trouver Voilà. tel ou tel. Ok, intéressant. Donc, ouais, donc tu as quand même structuré ta croissance autour d'une fonction RH. Et est-ce que elle s'occupe aussi de la partie recrutement? Vous avez aussi des recruteurs et des recruteuses dans Non, non, l'équipe? non, elle Non, s'occupe de la partie elle s'occupe. Ah recrutement. ouais, Ouais, donc ça ouais, elle lui a fait beaucoup quand de même. choses. Ah, Ouais, ça lui fait. ouais, ouais. Bon, c'est peut-être le temps que Entre- tu débloques un petit budget pour elle, ouais, ouais, ouais. pour une deuxième Alors entre, personne. entre la formation, le recrutement, et en plus, comme on recrute maintenant sur la partie internationale, il faut parler anglais, il faut Ouais, parler espagnol, il faut ouais. parler voilà, différentes langues. Et oui, c'est vrai que On là, on est en dit, train de... ouais, on dit c'est souvent une RH pour 40-50 salariés, tu vois. D'accord. Ouais. Eh ben, faut peut-être qu'on lui trouve quelqu'un d'autre à ce moment-là. Voilà, Mélanie, si tu m'écoutes. Euh, Donc, ok, donc ça c'est top. Et donc, c'est vrai que tu disais, bah, il y a 12 ans, tu n'avais pas forcément d'ambition, tu voulais gagner en liberté, tu avais envie de, voilà, tu avais fait ce deal notamment avec ta femme pour prendre ce risque. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi la notion de réussite autour d'I2O? Est-ce que tu es satisfait de là où tu es? Où est-ce que tu as envie d'aller demain? C'est quoi un peu les ambitions? L'ambition, tu l'as pas au départ quand tu entreprends. Moi, c'était plutôt une volonté de liberté et de vivre de la passion que j'avais sur la vente de job board, en fait. Ouais. Mais l'ambition, je l'ai côtoyée, j'ai touché du doigt quand effectivement j'ai commencé à discuter avec LinkedIn, en fait, à voir le potentiel. Et ça, effectivement, ça m'a donné une ambition et de me dire, en fait, le marché, il est pas que français, il peut être à l'international. Et donc, en fait, l'ambition grandit en même temps que ta boîte grandit, en fait. Hmm. Voilà. Donc, et même à un Donc c'est moment là où tu as donné, vu des opportunités s'ouvrir. oui, Et finalement, LinkedIn, c'est quand même ton partenaire proche, quand même, oui, qui oui, t'a oui, accompagné oui, dans, oui, dans oui, ton oui, on succès peut le aussi. dire. Et Ouais, puis ouais, après, aujourd'hui, avec Indeed, avec Hello Work, ouais. etc., voilà, on a de beaux partenariats avec eux, mais on doit aussi défendre les intérêts de nos clients. Voilà, Mhm. c'est compliqué. On est toujours des fois aussi entre le marteau et l'enclume, en fait. Ouais, Voilà. de rester neutre et Il de faut rester pas neutre, il faut influencer, ouais. exactement. Mhm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réussite du recrutement, c'est pas avec quel outil, voilà. Et donc c'est pour ça que on a toujours gardé un regard sur ce qui peut se passer en termes d'innovation, voilà. Mais cette ambition, effectivement, aujourd'hui, on a envie de... Le marché français est très particulier sur le marché agence, en fait. C'est un marché très spécifique qui existe que peut-être en Allemagne, mais pas du tout dans d'autres pays. Donc je me dis, il y a une place à prendre, en fait, au niveau Europe.
On a effectivement la chance de toucher des grands groupes aujourd'hui. Hmm. Voilà, quand on discute effectivement avec Stellantis, avec Michelin, etc., on s'aperçoit que eux, leur problématique, elle n'est pas que franco-française, mais que les solutions sont mondiales et quelquefois on doit réfléchir mondial, on doit leur apporter. Donc là, on a de grosses velléités en termes de développement. Donc on a déjà fait des POC qui marchent très bien, puisqu'aujourd'hui ça représente 10% de notre chiffre d'affaires. Tout ce qui se passe en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Portugal. Ouais, donc là, en fait, vous commencez à acheter en Europe. Bah, Ouais. déjà, on le fait. Hmm. L'année dernière, on a eu la BNP nous a confié et on a gagné cet appel d'offres pour mutualiser l'ensemble de leurs achats dans le monde entier. Voilà. Donc, on a aujourd'hui des équipes internationales. Niveau monde, en fait, c'est même à un niveau Oui, monde. tout à fait. Ouais. Voilà, c'est la Bah, même personne. il y a Ouais. toujours une problématique et il y a toujours possibilité effectivement d'optimiser et il y a des plateformes comme LinkedIn et Indeed qui peuvent répondre à des problématiques universelles dans chaque pays en fait. Hmm. Voilà. Ok. Donc maintenant, l'ambition, elle est européenne, voire mondiale demain. Oui, Est-ce, déjà, est-ce on que... va laisser Oui, 3 ans en Europe, puis après on verra. ouais, 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 ok. Tu t'imaginais ça quand tu as démarré ou Pas du pas tout, du tout? pas du tout, pas du tout. Tu t'imaginais pas forcément, tu te projetais pas? Non, 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 non. ok. Puis à un moment donné, Tu grandis avec ton marché aussi, voilà. hein. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui m'avait un peu surpris en fait, c'est quand tu crées une boîte, que tu vas déposer ton SIRET, etc. Tu sais, il te donne le SIRET et il te dit, l'entreprise morale que tu as créée durera 99 ans en fait. Voilà. Et là, tu dis en fait, tu as créé quelque chose qui va Hmm. bah, te dépasser et que tu vas te retrouver un jour dans la tombe. Et moi, effectivement, je pars du principe aujourd'hui, même si je reste très présent, c'est que aujourd'hui, mon intérêt personnel ne doit plus faire obstacle à la personne morale qui est I2O, en fait. Voilà. Hmm. Et c'est comme ça que je dis à mes collaborateurs, je dis aujourd'hui, on doit défendre l'intérêt collectif qui est la personne morale qui est I2O, en fait, aujourd'hui. Voilà. Donc Donc en toutes les fait, ta décisions... boîte te dépasse Ouais, toi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, en fait. exactement, tout Ouais. à fait, tout à Ok, fait. très fort. Ok. Et donc finalement, ça vient de cette transmission. Finalement, donc tu transmets ta boîte entre guillemets à I2O, qui est cette personne morale, Hmm. qui va comment tu dis, resuiler sur tes salariés en fait. Et donc il y a une transmission, on va Oui, dire, avec les personnes qui construisent voilà. I2O au quotidien. Et ça, c'est un challenge, la Ouais, transmission. Et ouais. faut déjà la préparer. Moi, j'ai 52 ans. Mm. Donc, on imagine déjà. Donc, il y a déjà 3 4 ans que j'ai associé des hommes clés au sein de ma société. Des hommes et des femmes, Des j'espère. hommes. Ah, pas encore, pas encore, pas encore. Pas encore, ok. Malheureusement, je suis pas terrible là-dessus. Voilà. Ok. C'est Donc, quoi les difficultés que vous avez au niveau parité dans l'entreprise? je ne sais pas. Ça n'a pas été un choix. Moi, je suis opportuniste. Donc, c'était des gens que je connaissais, en fait, hein. Mm. Donc, j'ai pas. Je me suis pas dit, je vais embaucher des hommes et des femmes pour avoir Mm. cette certaine parité, non. Donc, mais on essaye de gommer ça, hein. Donc, les gens qu'on n'a pas au COMEX, on les monte quand même au niveau CODIR, en fait. Voilà. Ok. Et on aime bien mettre des choses en place. Mais cette transmission, elle est importante. Déjà, moi, j'ai dit à mes enfants, je ne vous transmettrai pas la boîte, en fait. Voilà. Mm. Je vous aiderai sur d'autres projets, créer votre propre aventure. Mais j'ai envie que cette société, effectivement, elle perdure. T'as pas envie d'en faire une success story Non, pas familiale? du tout, pas Non. du tout. Ok. Ah, j'ai pas du tout envie de ça en Ça fait. fait pas partie de l'héritage que tu aurais Non, donné à non, tes enfants. non, ça c'est mon aventure, c'est mon 5e enfant Ok, ok, ok. et j'ai pas envie de le transmettre en fait. J'ai pas envie que peut-être mon petit dernier arrive et se dire ah, je suis le fils à papa, ça Hmm. m'intéresse pas. Par contre, avoir les fruits de la société et l'aider comme j'ai commencé déjà à le faire avec mon fils aîné, où je l'ai aidé à construire sa boîte dans la production musicale. Hmm. Voilà, ça c'est intéressant en fait. Voilà. Mais pas transmettre un héritage, ça m'intéresse pas. Ok. Et j'ai envie de la transmettre effectivement plutôt aux collaborateurs en fait. Ouais, et donc les collaborateurs aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent prendre une part financière à l'entreprise? C'est des choses que tu as mis en C'est place? un projet qu'on construit Ah, génial. Ok. pour l'année 2026 en fait. Ouais, c'est Ouais. un Ok. souhait. C'est bah oui, Ouais, parce que ouais. si c'est un peu la boucle que Mais on tu l'a déjà fait en fermes. fait, on l'a déjà fait. On avait 3 hommes clés, il y a un troisième qui est parti. On a aujourd'hui un commercial, Jonathan, qui est passé directeur commercial et on l'a associé dernièrement. Et là, il va monter un peu plus au niveau du capital. Hmm. Mais j'ai envie de transmettre à ce niveau-là en fait, voilà. Et c'est de se dire,
Nous, maintenant qui avons 45-50 ans, transmettons à des gens qui ont entre 35 et 40 ans, en fait, voilà. Ok. Et restons peut-être comme des vieux cons à 70 ans au bout de la table, je ne sais pas encore. Bah, j'espère, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu transmets aussi d'une autre façon, comme tu vois, tu investis aussi sur des entrepreneurs et des entrepreneuses qui veulent lancer des projets RH. Ouais. Et donc ça aussi, c'est une forme de transmission dans l'écosystème. Et bah, ça fait du bien parce que d'avoir bah, un peu un rôle de business angel, si on peut Exactement. utiliser le terme, pour accompagner Ça, c'est sur un de des mes nouveautés. projets, Ouais. effectivement, de monter un fonds Ouais. avec plusieurs personnes de la fonction RH, avec peut-être des banques, etc. Mm. D'avoir un fonds spécial RH. HRTech, ouais. Ouais, ouais. Ça peut être hyper intéressant parce que voilà, faut porter des projets, faut les financer, enfin, avoir de l'impact en fait aujourd'hui. Oui, c'est Voilà. ça. Et moi, ce que je dis toujours, enfin, les RH sont au cœur des entreprises. Et si on veut un monde du travail qui soit plus vivable, plus inclusif, plus performant, Mmh. ça ira, quoi qu'il arrive, par les RH, Ouais. qui sont cette colonne vertébrale dans les, Mais dans les entreprises. c'est un peu pour ça que je suis allé au Blast Club en fait. J'ai regardé un peu le Blast Mais ils ont Club. du HR Tech. Bah, en fait, il n'y a pas du tout d'Archertech. En fait, Ouais. quand j'ai eu Anthony Bourbon au téléphone, je lui ai dit bah, c'est génial, toi, tu es dans la partie nutrition, il y a Tipeee qui est là sur la partie sport. Et eux, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de femme. Ils ont quand même rentré une femme dans ce qui est Opinion Leader chez eux, en fait. Ok. Et je lui dis bah, moi, j'ai envie effectivement de porter cette partie Archertech Mm. parce que c'est bien beau dans qui va être mon associé, de te dire j'ai un projet, j'ai du marketing, etc. Mais on parle jamais des hommes en fait. Voilà. Et Mm. excuse-moi, il y a besoin des Et hommes des pour vendre des femmes. produits. Eh ben oui, oui, des hommes et des femmes et Oui, des hommes. tu penseras à moi à chaque Je fois. pensais, je suis Tu voilà. diras, je veux te dire pourquoi c'est important, parce qu'en fait je te taquine avec ça, parce que c'est important aussi d'avoir des femmes entrepreneuses, Oui, oui. et c'est encore aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 16% de femmes entrepreneuses D'accord, je ne savais tu pas vois, ce chiffre. voilà, Ouais, qui se lancent. Donc c'est vrai que c'est une fonction qui est, enfin une fonction, si on peut dire que l'entrepreneuriat c'est une fonction, mais qui est beaucoup dominée par les ouais, hommes. ouais. Et donc c'est vrai que et puis je sais que tu es quand même très sensible sur ces sujets-là, donc c'est aussi important de le dire, pour créer aussi des vocations féminines Je suis entièrement sur d'accord avec toi. l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, ouais. Je te taquine. Eh ben vas-y, vas-y. J'aime bien les challenges. Les Mode. challenges. Mais ouais, donc tu disais que ouais, la HR Tech n'est pas forcément présente Non, aujourd'hui pas du tout, pas dans du tout. l'entrepreneuriat. Non, pas du Intéressant. tout. Ok. Ouais, ouais. Alors que finalement, il y a des belles opportunités. Oui, oui, Ouais. comme tu disais, le marché du travail se modifie. Avec l'arrivée de l'IA, on voit des solutions qui permettent aux RH de s'estirper de 30% de leurs tâches administratives et se concentrer sur ce qui est réellement leur valeur ajoutée, c'est de protéger, incarner, discuter, écouter sur l'homme. Voilà, faut prendre l'IA comme une opportunité, pas comme une météorite qui va nous tomber sur le coin de la tête. Faut être plutôt acteur que spectateur de ce qui va arriver. Et je pense que les RH ont un mot à dire. À eux, effectivement, de prendre ce pouvoir-là. Mm, Pour moi, ils ont loupé la période Covid. Faut pas qu'ils loupent l'opportunité de l'IA, en fait. Voilà. mm. Parce qu'il faudra remettre l'homme au cœur des décisions. Tu vois, dernièrement, je suis un peu attristé quand je vois que Microsoft a licencié 3% de son effectif monde parce qu'aujourd'hui, ils ont mis de l'IA à toutes les échelles. Ouais, c'est comme Or, Workday, par exemple. ben Aussi, voilà, ouais. or qu'il reste, voilà, mais derrière cette histoire-là, c'est 6000 personnes qui sont au chômage, avec des familles, avec des choses comme ça. Donc, ouais, c'est peut-être mon côté social, peut-être mon côté bêta Mm. là-dessus, mais C'est ton côté entrepreneur de gauche, bah ouais, social. Ouais. exactement. Je trouve ça pas, voilà, faire de l'argent pour faire de l'argent et mettre les gens au chômage Mm. dans des situations inconfortables, or que la boîte gagne de l'argent, tu vois. Moi, j'adore Nvidia, tu vois. Nvidia, ils ont rendu millionnaires leurs salariés, quoi, tu vois. Mm. Voilà. Oui, Bah, c'est ça, puis partager ça la richesse. ruisselle. Oui, c'est ça. C'est Ben oui. un partage de richesse. Après, c'est vrai qu'en France, on a la chance quand même d'avoir la participation et l'intéressement, que je trouve qu'il y a un modèle Mhm. génial à mettre en place aussi dans Oui. les entreprises, où tu repartages quand même une partie du business, du bénéfice de la boîte. Qui Oui. quand même, des fois, tu peux t'acheter une voiture. Enfin, dans certaines boîtes, c'est quand même entre 10 et 15 k par an. Mhm. Et donc, quand même, c'est assez intéressant. Ouais. Mhm. Mais prendre des parts dans la société et se défendre aujourd'hui, je pense que c'est ce que les jeunes ont envie, en fait. Ouais. Et on dit qu'il y a besoin de quête de sens, etc. Mais c'est toujours plus facile de se battre pour une boîte où tu as
un bout en fait de Ouais. cette boîte-là, quoi. Mais quand même, les grands groupes, tu vois, moi qui étais chez Safran, j'ai eu la chance, j'ai gagné un peu d'argent, c'était pas Mmh. énorme, mais à l'époque c'était dingue, je crois que j'avais 300 euros d'actions, et puis je sais pas, 5 ans après, je suis ressortie avec 1500 euros, Mmh. quelque chose comme ça. Donc tu as quand même des systèmes de participation aujourd'hui plutôt dans les grands groupes, et je pense que c'est notamment aussi les boîtes cotées, ce qui est logique, où tu peux quand même prendre des parts, même, et j'étais apprentie à l'époque, tu Mmh. vois. Et donc c'est vrai Et que ça crée ce moi, je pense qu'on sentiment. peut aller plus loin. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que dans chaque société, on pourrait effectivement s'imaginer qu'il y a 10-20% d'une société qui appartiennent aux collaborateurs, en C'est fait. clair, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Tout à fait. Écoute, on arrive progressivement donc à la fin de ce podcast. On a vu pas mal de choses, de choses autour de l'entrepreneuriat, autour aussi de cette histoire des job boards, et aujourd'hui LinkedIn qui est quand même l'outil dominant dans le recrutement aujourd'hui en France. Peut-être la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quelle figure un peu de l'entrepreneuriat aujourd'hui tu admires, toi, de ton côté? Tu t'y attendais à cette question ou pas? Ouais, alors, j'aime bien Bill Gates parce que pas pour, si, pour ce qu'il a construit, mais c'est surtout en fait, je me souviens une journaliste un jour lui dit, mais c'est quoi votre succès? Et il lui tend son chèque, il lui dit, bah, mettez le montant que vous voulez en fait. Hmm. Et elle dit, bah non, il fait une fois, deux fois, trois fois. Et il lui dit, en fait, bah, vous voyez, c'est la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai toujours saisi les opportunités qui me sont présentées. Même si tu fais des erreurs, il faut saisir chaque opportunité qui sont chez toi, en fait. Voilà. Super inspirant. Voilà. Bah, merci. Merci, Maud. Merci Olivier.